Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir, ravie d'être à vos côtés jusqu'à 1h du matin, 2h, volée à la nuit pour parler en toute quiétude. La ligne est ouverte au 39 21. Amandine et Paul vont vous y accueillir chaleureusement sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui est aux manettes. Et bien sûr, je compte sur vos commentaires, sur vos réflexions, que ce soit par mail sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21 ou encore sur la page Facebook. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Marie-Odile. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, j'ai un petit problème, enfin c'est pas bien méchant, mais voilà, ma petite fille était partie en vacances avec ses parents, Oui. et en revenant, elle me glisse un petit mot, top secret, enfin bon, quelque chose de très... Et elle me dit... Elle a quel âge ? Elle a 12 ans. D'accord. Et elle me dit dans son petit mot, j'en ai assez de mes parents, je veux faire une fugue, je suis l'aînée, c'est toujours moi qui me fais attraper. Enfin bon, le scénario normal. Alors bon, moi d'abord j'étais très surprise, un peu flattée quand même pour la confiance qu'elle me donnait. Et puis en même temps, un peu inquiète de la responsabilité parce que je me suis dit, bon, moi je suis tout à fait prête pour l'accueillir, pour accueillir son doute, mais en même temps, je me dis vis-à-vis des parents, je me sens une responsabilité. Donc je voulais savoir comment faire pour être un petit peu entre les deux, quoi. Est-ce qu'il faut prévenir les parents ? Mais en avez-vous parlé déjà avec votre petite fille quand elle vous a tendu ce mot ? Est-ce que vous lui en avez parlé après ? Alors justement, après j'ai pu lui en parler. D'accord. Bon, c'est pas grave, hein, son petit truc, mais quand même... Mais c'est pas grave, qu'est-ce qu'elle vous en a dit, au fond ? Non, parce que bon, elle est dans un milieu équilibré, les parents sont très près des enfants, ils s'en occupent bien, tout ça. Bon, alors moi, quand je lui en ai parlé, je lui ai dit, bon, alors ma chérie, tu veux faire une fugue, mais tu vas aller où ? Alors elle m'a regardé avec ses grands yeux, puis elle m'a dit, je sais pas. Ouais. Bon, alors après... C'était pas très préparé encore, mais bon, elle a 12 ans. Non, mais en plus, elle est en avance dans ses études, puisqu'elle est déjà en 4e. Et donc, elle fréquente des enfants qui sont plus mûrs. Oui, en effet. Hein, donc, tout ça doit jouer. En plus, physiquement, elle est grande pour son âge. Donc, tout ça doit... Elle fait plus grande en plus que 12 ans d'apparence physique. Ah oui, elle fait presque 1m70, là. Hein. Oh là là, oui, c'est pas facile, oui. Bon, alors, comme elle est en 4e, ça passe, mais elle n'a que 12 ans. Voilà. Des enfants, qui eux, ont quoi, 2 ans de plus d'ailleurs pour certains. Facile, oui. Pas simple, oui. Oui, voilà, donc elle est en pleine formation et tout ça. Enfin, bon, et c'est l'aîné. C'est l'aîné. Donc il y a 2 autres petits derrière. Il y a 2 autres enfants derrière qui se suivent. Hein, ils se suivent assez rapprochés. Et c'est l'aîné des deux côtés des deux grands-parents. Du côté de sa mère et du côté de son père, c'est l'aîné. Et donc, voilà. Alors, bon, on a parlé, après on a fait du shopping ensemble, ça s'est bien passé et tout ça. Enfin bon. Elle se sentait mieux de vous l'avoir dit. Elle était, elle avait besoin, d'exprimer. Oui. Elle a toujours l'impression que c'est elle qui prend pour les autres. C'est ça. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez un peu comment ça se passe Alors, c'est la fille de votre fille ou de votre fils ? De mon fils. De votre fils. Oui, bon, c'est vrai que, étant donné que c'est l'aîné de tous les petits-enfants des deux côtés, des deux familles, c'est vrai que c'est sur elle que tout repose. C'est elle qui a ouvert toutes les portes. Elle a été la première à marcher, elle a été la première à faire du vélo. Ça, forcément. Oui. Bah oui. Oui, d'accord, mais est-ce que vous pensez qu'elle peut se sentir un peu délaissée aujourd'hui ou peut-être mis à une place trop grande alors qu'elle a encore, elle n'a que 12 ans?
même Alors, si elle est, oui, si elle a une peut-être précocité. Oui, peut-être que... Elle est encore jeune, enfin, c'est jeune, Oui. 12 ans. Et si elle vit des choses pas simples, enfin, déjà à cette période-là, et en étant Oui. quand même un peu en décalage avec Oui, ses camarades de classe, même si elle veut donner le change, parce qu'elle peut avoir à cœur de donner le change, mais dans les faits, en termes de maturité, elle a encore un côté très bébé. enfant, oui, c'est normal, oui. Elle aime encore ses pluches. Bon, elle n'a plus de doudou, mais enfin... elle a encore Oui, ses- donc c'est pas simple. Alors ça veut pas dire qu'en quatrième, il y en a pas aussi qui rentrent, qui peuvent être attachés à leur peluche, mais il y a quand même, ça compte les années à cet âge-là. 2 ans, 3 ans d'écart, c'est important. Donc Oui, elle peut se oui. sentir un peu... Et en tant qu'aînée aussi, elle peut évidemment, l'aîné, on a tendance à l'exiger Bah oui. presque beaucoup plus de choses Oui, de lui, oui. puisque voilà, c'est l'aîné. Oui, Donc oui, peut-être que, même si, comme vous dites, il faut pas dramatiser, prendre à l'excès, prendre au pied de la lettre en disant oh là 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 là, au secours, elle va faire une fugue. Non, Vous avez oui, raison oui. de remettre un peu les choses, de replacer dans un contexte. Mais par rapport à votre question, qui est finalement, vous vous sentez comme dépositaire de, elle vous fait confiance, c'est vrai, vous Oui, pouvez être, oui. ça veut dire que vous avez une relation, elle sait qu'elle peut s'appuyer sur vous, Oui, et en même oui. temps, c'est pas rien de vous en parler, parce qu'au fond, c'est quand même une façon peut-être de faire passer un peu le message. Oui, d'ailleurs, elle terminait son petit mot en disant « Je ne peux en parler qu'à toi Voilà, mais si toi tu pouvais un peu en parler ou Alors, être voilà. un porte-parole ou dire Voilà. un petit peu sans ça. Alors, est-ce qu'il faut en parler aux parents ou à quel niveau? Parce que bon, là, je pense que c'est vraiment... C'est pas très important, donc il n'y a pas de projet, il n'y a pas de... Non, mais sans dire oh là là, vous avez raison de dire oh là là, je suis très très inquiète, j'ai peur qu'elle fasse une fugue, c'est pas ça. Non, Mais non. dire alors j'ai le sentiment, à travers ce qu'elle a pu me confier, qu'elle a peut-être besoin d'un peu de pas mal d'attention en ce moment. Oui, oui. Juste voilà, qu'il soit vigilant par rapport à ça. Je ne sais pas ce qu'elle mettait, ce qu'elle vous a dit au juste d'ailleurs, par rapport à la famille. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'elle est l'aînée et que tout lui... Oui, c'est ça que... C'est quoi dans ces le mots fond, au juste? Ces mots à elle, c'est quoi? que tout lui tombe dessus, que c'est toujours elle qui prend tout. Enfin, D'accord. Oui, que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est sur elle que ça tombe, quoi. Je pense pas que ce soit réellement comme ça. Hein. Mais enfin bon, elle a le sentiment. Peu importe, elle l'a ressenti Voilà. comme ça pendant ces vacances-là. Mais les humeurs peuvent être très fluctuantes. C'est-à-dire qu'elle peut dire ça là, elle était peut-être un peu contrariée de ses vacances. Le fait, il y a un côté d'ailleurs très enfantin dans le petit mot glissé, Tout à top fait. secret. C'est mignon, c'est vraiment le monde de l'enfance encore. Hein, on confie ça. Bon, mais vous savez bien, les secrets comme ça qu'on confie, c'est aussi parfois parce qu'on aimerait bien que les choses un peu se disent. Et vous qui êtes la grand-mère aimante, l'oreille attentive, ça peut être une façon de dire sans du tout alerter, enfin inquiéter les parents, mais dire, je sais pas, j'ai eu le sentiment un peu que elle a peut-être besoin un peu qu'on s'occupe d'elle en ce moment, davantage. Voilà. Oui, le dire sur ce ton-là à mon fils, quoi, parce que voilà, c'est je ça. peux en parler aussi à ma belle-fille, je m'entends bien avec Oui, elle. oui, leur dire, mais sans que ça prenne une tournure. S'ils vous disent d'ailleurs pourquoi, dire voilà, il y avait ce petit mot. Après, on est passé à autre chose, mais parce que vous ne trahissez pas la confiance de votre petite fille. Voilà, c'est ce que je veux pas. Mais je non. veux pas, et parce qu'elle m'a fait confiance, je veux pas qu'après elle dise oui, quand je dis quelque chose à me... Mais non, parce que c'est dans un but, positif, d'essayer d'attirer un peu l'attention, peut-être qu'il fasse un peu plus attention. Voilà, simplement. Là où c'est compliqué pour des parents, je sais pas, qui travaillent, 3 enfants, ils ont plein de choses à gérer. De fait, c'est une enfant qui peut être aussi particulièrement sensible du fait de sa précocité. Elle n'est pas suivie du tout sur ce plan-là. Ça se passe bien par ailleurs, non? Oh oui, tout. Non, puis c'est un milieu stable. Enfin, oui, mais ça veut rien dire, hein? Oui. Oui. Ah bon? Oui, tant mieux si la famille est stable. Mais je veux dire, vous avez raison de dire que il s'agit pas encore une fois de dramatiser, mais c'est peut-être quand même
je trouve dans ce que vous me décrivez, même si tant mieux, elle est dans un milieu équilibré, bon, où on fait attention, elle est à une période de sa vie qui est pas forcément simple déjà, et je trouve qu'à 12 ans déjà se retrouver en 4e avec vraiment des ados. Oui, tout à fait. Là où elle, ça la propulse très vite, peut-être trop vite, dans cet univers-là, alors qu'elle aurait peut-être besoin de rester encore un peu protégée et de pas quitter trop vite l'enfance. Oui. Oui, parce que quelque part, elle est aussi contente d'être plus grande, enfin, mais oui, elle est prise entre les deux, quoi. Elle est prise. Oui. Elle est un peu. C'est plus à ce niveau-là, si vous voulez. C'est pour ça que je disais peut-être, même si tout se passe bien, qu'au collège, mais elle s'est fait des amis dans cette classe-là en 4e. Ah oui. Elle est très ouverte. Oui, mais du coup, dans les centres d'intérêt, donc entre l'âge de 12 ans et 14, 15, après ça dépend, c'est très différent. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Donc, elle peut, au prix d'une... si elle est vive, elle est futile, elle est intelligente, elle s'adapte, mais parfois, elle peut s'adapter au prix de quelque chose qui peut lui coûter un peu par ailleurs. D'accord. Oui, je réagis à ça par rapport à sa position d'aîné, où je trouve que souvent on en demande beaucoup aux aînés. Et d'ailleurs, même très tôt, on le voit. On peut voir des aînés de 2 ans, 2 ans et demi, et déjà on lui dit « Oh, mais t'es grand, mais débrouille-toi, tu vois bien, j'ai ton petit frère ou ta petite sœur. » Bon, ce qui est, dans un sens, bien sûr, valoriser l'autonomie, très bien. Mais enfin... parfois on va un peu trop vite. Et je trouve qu'aujourd'hui... si j'étais seule à le penser, à la limite ça n'intéresse que moi, mais beaucoup de pédopsychiatres trouvent que justement le problème c'est parfois un petit peu de les voir trop vite comme des ados, ce qu'ils ne sont pas encore. Oui. D'accord. Donc là, je pense à ça, un livre qui est de Béatrice Cooper-Royer, qui est psychologue, et qui a écrit un petit livre très bien fait, un petit fascicule, je trouve à l'usage des parents, qui est vraiment bien, c'est 10-12 ans, non, tu n'es pas encore ado. Ah. Alors, elle en sort de cette période, elle a 12 ans, mais je trouve intéressant, c'est dans le fait qu'on va trop vite, tout va très vite aujourd'hui, tout s'accélère, et y compris on a tendance à dire oh mais l'adolescence maintenant ça survient de plus en plus tôt. Bon, la puberté, alors là il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte malheureusement, mais on a tendance à les considérer trop vite comme des ados ou des pré-ados. Alors eux-mêmes, c'est toute l'ambivalence aussi des enfants. Eux-mêmes le revendiquent. Ils ont envie de dire je suis plus un bébé, je suis plus bon. Mais il faut quand même pas oublier, justement, et elle insiste bien sur cette période-là de 10 et 12 ans, où il y a encore beaucoup de choses qui sont essentielles et où ne pas les pousser à sortir trop vite de l'enfance, quoi. Et c'est juste la réflexion que je me faisais en vous écoutant, parce que comme elle est l'aînée dans sa famille et qu'elle a cette précocité qui fait qu'elle est aussi déjà en 4e à 12 ans, elle peut avoir des petits moments où un petit peu de besoin d'être qu'on n'oublie pas qu'elle n'a que 12 ans, voilà, un peu encore rassurée, consolée, voyez, ce que font certainement leurs parents, les parents, mais bon. Elle voudrait bien de temps en temps être un peu plus petite. Peut-être. Peut-être. Et en tout cas, dans la famille, ça peut être intéressant de s'accorder des temps où justement, c'est bien quand il y a plusieurs enfants de pouvoir s'accorder des temps de temps en temps, quand c'est possible, avec un seul des enfants. Pour justement, on est à nouveau dans cette relation-là, on le situe pas uniquement par rapport à sa fratrie, aux autres, le grand, le petit, voyez, celui d'être à nouveau dans une relation plus singulière avec cet enfant-là. Mais après, là où je vous rejoins complètement,
complètement, et je trouve que vous êtes très sage, parce que souvent, beaucoup de grands-parents s'inquiètent et parfois dramatisent un peu des situations, alors que là, bon, vous mettez ça à hauteur d'enfant, il y a ce côté enfantin dans la forme même du message, top secret, et c'est bien qu'elle se confie à vous, et c'est pas comme si, ce qui serait problématique, c'est si vous l'aviez pris au pied de la lettre, et que vous disiez à votre fille, à votre belle-fille, je suis très inquiète, je craigne qu'elle fasse une fugue. Là, elle pourrait vous en vouloir, votre petite fille, parce qu'elle dirait, oh là là, alors je ne pourrais plus rien dire, au fond, de mes tourments, de mes angoisses, de mes tristesses à ma grand-mère. Là, vous ne déclenchez pas tout un arsenal. C'est simplement, et je vous dis, il y a pas, peut-être au détour, quand vous aurez l'occasion de voir votre fils ou votre belle-fille et de parler d'elle ou quoi, dire, j'ai le sentiment peut-être que il faut un peu être attentif et ne pas la faire grandir trop vite aussi. Oui. Bon. Voilà, c'est juste, vous voyez, sans. Non, mais par ailleurs, elle va bien. Vous me dites, votre petite fille, elle a des amis, elle est dans sa famille. Bon, ça va. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas d'autres éléments d'inquiétude. Non, parce que bon, il n'y a pas de conflit dans les parents, tout ça. Bon, tout se passe bien. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas dramatisé non plus. Non, vous avez raison. Faut quand même. Mais je trouve en parler, c'est aussi, vous savez, il y a quelque chose aussi par rapport. Oui, il y a quand même un message et aussi une responsabilité un peu par rapport aux parents, parce que garder ça. Pour oui, vous, parce que si jamais ça évolue dans un mauvais sens, moi à ce moment-là, je me dirais, pourrait vous dire. J'aurais dû en parler plus tôt. On pourrait vous dire, oui, mais pourquoi tu nous en as pas parlé à ce moment-là ? Elle n'a que 12 ans. C'est ses parents, ils sont responsables d'elle. Donc après tout, il pourrait être content aussi de savoir que peut-être, ces vacances ont été un petit peu compliquées pour elle, ou qu'il y a des moments où elle se sent un peu. Je crois que c'est surtout des moments qu'elle a oui, certes. Comme ça, parce que je pense que ça s'est bien passé, mais elle a dû se dire, oh là là, ça me tombe toujours dessus, là, j'en ai marre. Mais si vous voulez, à cet âge-là, le problème, c'est que c'est très, alors. C'est des états d'âme qui passent, mais qui peuvent être à un certain moment d'une intensité aussi extrêmement forte, quoi. Enfin, vous voyez, donc. Oui, c'est rapide, mais elle l'a ressenti. Elle a pu le ressentir très fort. Elle a pu le ressentir très fort, et mais le fait qu'elle puisse déjà, je trouve très bien, le coucher sur papier, l'avoir écrit, ça a dû faire du bien, pouvoir se confier à vous, qu'il avait rassuré, enfin après vous avez passé un après-midi agréable ensemble. Oui, on a fait du shopping et tout ça, on a plaisanté, tout ça, on a passé une bonne après-midi, donc après on n'en parlait plus, quoi, à la fin de la journée. Donc c'est pour ça, je vous dis, il n'y a pas lieu d'en faire, de réunir un conseil de famille, évidemment, mais à l'occasion, quand vous aurez, puisque vous êtes très proche de ses parents, enfin, pouvoir en parler, dire, j'ai eu ça, je voulais vous le dire, parce que, c'est tout. Une petite touche comme ça. Tout à fait. D'accord. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Caroline. Non, c'est moi qui vous remercie aussi de votre confiance, Marie-Odile. En tout cas, vous avez une jolie relation, c'est bien, c'est précieux d'avoir une grand-mère comme ça, à l'écoute et aimante. Oui, c'est précieux. Ah oui, parce que je trouve que les grands-parents ont un rôle à jouer. Justement, vous pouvez aussi conserver, préserver un peu ce monde de l'enfance. Justement, en tant que grands-parents, pour des grands-parents, on reste toujours un petit, un peu. Il y a toujours ce rapport comme ça tendre et affectueux. Oui, surtout que je suis d'une génération où, moi, mes grands-parents, il n'y avait pas de relation. Oui, c'est vrai. Oui, c'était. On les craignait plutôt qu'autre chose. Ça pouvait être plus austère, un peu. Il y avait trop de. Ah oui, c'était. Trop de différences dans les générations pour pouvoir presque se parler, échanger, oui. Et c'est vrai que quand j'ai reçu ce petit mot, j'étais émue. Oui, parce que c'est charmant. Et puis après, je me suis dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui me tombe dessus ? Oui, c'est là où il y a, en même temps, vous dites, il faut pas dramatiser, et en même temps, c'est comme si vous étiez dépositaire d'un grand secret, ce qui n'est pas le cas non plus. C'est-à-dire que ça correspond à un moment donné, à une photographie un peu de ce qu'elle pouvait ressentir à un moment donné, et c'est pas figé, évidemment, ça évolue. Mais ça ne veut pas dire que, après tout, vous êtes en tant que, il y a des choses qui peuvent se transmettre quand même un peu aux parents, peut-être d'un petit
signe à un moment donné, voilà, de Tout à quelque fait. chose qui peut faire qu'ils seront peut-être un peu plus attentifs pendant un temps dans cette période-là. Voilà, parce qu'on se voit pas toujours quand on vit avec ses enfants au quotidien. Quand on a le nez dans le guidon, on le voit pas Oui, toujours, c'est ça. Puis Ouais. qu'on est pris dans des contraintes éducatives. Oui, tout à fait. Bon. Donc c'est juste un petit. Voilà, j'entends, mais il ne s'agit pas de vous positionner. Bon. Juste une petite touche comme ça. Exactement. En parlant. Oui, Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Caroline. Et de rien. Merci de votre appel, Marie-Odile. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, Appelez le 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Et c'est maintenant Thierry qui est avec nous. Bonsoir. Allô, bonsoir Caroline. Bonsoir Thierry. Vous me semblez un peu loin, là. Je me suis rapproché du téléphone, j'avais mis le main libre parce que c'était la musique. Et bah, c'est bien. J'ai enlevé les mains libres. Voilà. Je vous appelle, bonsoir à tout le monde et merci de me recevoir. Mais vous êtes le bienvenu. Vous avez toujours le kit main libre ou pas, là? Ah non, il l'a enlevé là. Ah bon, parce que le son est curieux. Et là, ça va un petit peu mieux. Oui, je vous remercie, là c'est bien. Ah, ça faisait un petit peu de bruit, c'est que j'avais tiré un petit peu fait marcher un petit peu l'eau du robinet, c'est pour ça. Ça, écoutez, vous avez le droit de boire un verre d'eau, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'était pas que l'eau du robinet, là. Fifi, il était là, je le voyais, les oreilles en alerte, là, à l'affût. Il me disait, il y a un souci. Là, on vous entend et on vous écoute. D'accord. Donc, je sais pas trop par où commencer. Ça fait un petit peu près un an que ça m'arrive. Oui. Et donc, Qu'est-ce qui vous arrive? Quand je me rends dans les magasins, surtout des magasins de force à trappe, des bibioles, des trucs sans importance, ou des trucs un petit peu... Des magasins de force à trappe. C'est ça, oui. Vous en avez encore? Je trouve qu'il y en a de moins en moins, ça. Des espèces de magasins de stockage, de produits en tout genre. Ah oui, d'accord, c'est différent, oui. Des magasins où c'est un petit peu rangé en farfouillon. À la farfouille, quoi. Ou un petit peu ou dans les grandes surfaces également. Oui. Quand je vois des choses qui m'intéressent, ou des coups de cœur, ou des petites babioles, des petits coins pour les chiens, pour faire cuiner, enfin des trucs cons comme ça, quoi. Oui. Je peux pas m'empêcher d'en farfouiller un pour mettre dans la poche. Et à chaque fois, c'est pas toujours pour moi, c'est pour faire plaisir, c'est pour offrir. Pour offrir à votre chien. Oui, vous en avez un chien? Non, c'est au chien de mes parents, quand je le vois. D'accord. C'est bête, hein, mais pourtant je pourrais le payer, ou des petits porte-monnaies pour offrir à mes parents, enfin, ou des petites babioles, des trucs comme ça, et j'ai toujours besoin de faire ça, enfin, pas besoin, mais... Oui, enfin, c'est un peu compulsif, c'est plus fort que vous, quoi. Des objets, comme vous dites, qui n'ont pas de valeur marchande, enfin, très peu, quoi, des petites babioles, mais que vous dérobez. Je pense que c'est peut-être à cause de ce que j'ai pu voir. C'est un reportage que j'ai vu un coup à la télévision qui parlait un petit peu des grandes surfaces. Ils avaient fait une étude de marché sur 50 produits où les prix étaient affichés dans les rayons et à la fin, sur le ticket de caisse, la référence avec tous les produits, tous les prix marqués. Et s'était rendu compte que la grosse partie de tous les marchés, toutes les grandes surfaces, on avait, nous clients, on avait à notre défaveur 5-6 euros, 20 centimes par-ci, 30 centimes par-là, on est de défaveur. Donc je me suis dit, vous êtes le Robin des Bois des grandes surfaces. C'est ça, je me suis dit, autant que avec tout ce qu'ils se mettent dans la poche, c'est pas que leur point de fidélité qui nous offre la carte, que ça peut nous faire un petit peu des économies ou des choses comme ça. Je me suis dit, si on veut se faire plaisir, faut en profiter un petit peu. Et puis je me dis que c'est pas bien. En même temps, c'est vrai il y a souvent des reportages consacrés aux grandes surfaces et le vol est très fréquent dans les grandes surfaces. Ouais. Et ça a un coût. Ils nous le font payer autrement, hein. Je crois qu'ils augmentent les prix. Oui, puis il y a énormément de sécurité, ils s'équipent de plus en plus, ils font payer effectivement. Donc finalement, ils font payer autrement. C'est-à-dire, le chiffre est important. Hein, d'ailleurs, j'ai pas les chiffres en tête, mais chaque année, ça représente des sommes très importantes. Parce que comme vous, beaucoup de gens dérobent, pas toujours d'ailleurs, des petites choses. Hein. Vous dites des choses des objets au fond dont la valeur marchande est assez
dérisoire. Mais il y a des vols de choses beaucoup plus importants. Hein. Ouais. Mais alors pourquoi vous me dites que ça a démarré il y a un an ? Enfin... Je sais pas, ça m'a pris comme ça et... Oui, comment ça a démarré, c'est ça ? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là ? Parce que vous l'avez pas toujours fait, ça. C'est après avoir vu ce reportage. Oui, puis c'est un petit peu par plaisir et pas par plaisir, mais en se disant qu'on serait à pas avoir. Ça vous procure un peu une petite excitation au moment où vous prenez l'objet, où vous passez. Et puis comme j'ai un manteau de chasseur, et puis à chaque fois que je vais dans le magasin, j'ai un manteau de chasseur. Je sais pas si vous avez déjà vu, c'est un manteau avec une grosse poche pour mettre le gibier derrière, donc avec des pressions. Et donc c'est vraiment ça passe vraiment incognito. Et... Je connaissais la veste chasseur, on en a beaucoup parlé là les derniers temps. Mais je connaissais pas le manteau chasseur. C'est un peu, c'est dans le magasin de sport. On peut mettre le gibier dans le manteau derrière, donc ça fait vraiment une poche de toute la largeur du dos. Et donc vous pouvez en mettre dans cette poche-là. On peut en mettre, on peut croire. Vous savez que il y a des, je pense, tiens, en vous écoutant, ça va donner des idées à des vigiles qui écoutent, parce qu'on a beaucoup de vigiles qui écoutent la nuit, qui font des rondes, et notamment, je sais plus, dans le sud, il y avait des vigiles d'une grande surface, je peux pas la citer, parce que sinon je vais devoir tous les citer, mais qui laissaient souvent des messages sur le répondeur. Donc s'ils sont à l'écoute, la prochaine fois, attention, hein. Parce que là, on va vous demander d'enlever la poche qui est dans le dos, on va la fouiller, croyez-moi. Oui, parce que ça fait un peu comme si on avait des grosses fesses quand c'est rempli, quoi. D'accord. Voilà, quoi. Bon, jusque-là, vous ne vous êtes pas fait prendre. Mais alors, pourquoi vous m'appelez, finalement, pour en parler ? Je me demande si c'est normal, mais je pense que c'est pas normal, quand même. Si c'est normal, de quoi ? Actuellement, je pense que ce serait bien que je m'arrête, mais oui, avant que je me fasse attraper, je pense. Oui, c'est le risque. Ça peut lier de crescendo, non ? Si on continue comme ça, on peut se dire, allez, on en profite un peu plus, on y va un peu plus. Ça peut être un peu grisant. Ça dépend, c'est-à-dire que justement, vous dites ça dure depuis un an. Est-ce que vous me dites jusque-là, c'est vraiment des petites babioles, entre guillemets ? Est-ce que vous avez été tenté ou est-ce que ça augmente ? Est-ce que vous seriez tenté de dire, après tout, si je me fais pas prendre pour ça, pour un petit canard en plastique pour le chien, pour ça, est-ce que je vais monter un peu plus ? Moi, je me dis que non, mais après, je me dis qu'on n'est pas forcément maître de ses émotions et qu'on peut forcément se faire utiliser par ce qu'on pense. Oui, mais pour le moment, ça va, vous contrôlez. Vous n'êtes pas. C'est le plaisir de dérober un petit quelque chose, le petit frisson, et de vous dire, hop, ils m'ont pas eu. Oui, c'est ça. C'est ça. Et vous le gardez même pas pour vous après, souvent. Ce matin, des fois, c'était les kiwis. Je les ai mis dans la poche du manteau. J'ai oublié de les faire peser. Dans la poche du blouson de chasse. Donc j'ai oublié. Dans la poche chasseur, là, dites-moi, quand vous l'ouvrez, ça doit sentir le renard, hein, dedans, si vous oubliez de la nourriture et tout, non ? Non. Ah bon, vous la videz de temps en temps ? Oui, je la vide, oui. D'accord. Bon. Oui, ça reste vraiment, voilà, c'est... Le problème, c'est que même avec un jour, vous risquez de vous faire prendre. Oui, c'est ça, oui. Il n'y a pas, dans d'autres endroits, c'est vraiment spécifique à ces endroits-là. Vous n'êtes pas tenté dans d'autres lieux, finalement, de dérober quelque chose. Dans d'autres lieux également, oui. Mais tout, sauf tout, ça m'arrive un peu partout, mais sauf chez les personnes de la famille, par exemple. Je me dis, je vais pas voler mes parents, ça se fait pas. D'accord. J'ai quand même des principes, je me dis, les magasins, pourquoi pas. C'est un petit peu le lieu de travail, parce que s'il y a des restes, de toute façon, ça part à la poubelle, donc autant y aller, quoi. Donc, mais la famille, non, quoi. La famille, non, mais si vous allez chez des gens. Si c'est des gens, des amis de confiance, des amis de longue date, non plus, non. D'accord, mais si c'est des amis d'amis, des gens, est-ce que vous pouvez prendre une petite chose, même une petite chose? J'ai pas beaucoup de connaissances. D'accord, donc ça se limite au magasin. Je pense que ça se limite au magasin ou un petit peu au lieu de travail. Et sur le lieu de travail, vous prenez aussi quelques objets? Oui, des trucs, par exemple des produits qui arrivent à date ça peut être des produits qui arrivent à date de péremption bientôt, il reste 4-5 jours. D'accord. Pourtant, si je les prends pas, après ils vont les jeter, donc c'est des produits qui ont déjà fait la semaine, donc qui sont plus trop
utilisables, donc, ou même des fruits ou légumes qui des fois qui sont un petit peu talés ou un petit peu abîmés, donc il les prend. Parce que vous travaillez aussi dans un commerce, dans une grande surface? Je travaille dans une collectivité, donc. D'accord. Oui, le problème, c'est que, comme vous dites, c'est Le plus, c'est sur le travail, je pense qu'il ne faudrait pas se faire avoir. Ah ben non, parce que sur le lieu de travail, ça aurait des conséquences plus lourdes. Hein. Oui, ça pourrait être considéré comme une faute. On peut s'en servir, bien sûr, pour après... bien sûr, on pourrait... Ah oui, bah, regardez, même d'ailleurs dans les grandes surfaces, il y a des caissières qui ont été... on a porté plainte, c'est scandaleux, parce les clients parfois avaient laissé des bons, enfin il y a des choses comme ça de réduction ou vous voyez, qui ne les laissent traîner, qui ne, en fait, ne les utilisent pas quoi, qu'elles les ont récupérés. Eh bien, il y en a comme ça qui ont la boîte avait porté plainte contre elle en disant que c'était du vol. Alors que de toute façon, c'était perdu. Bon, je crois que ça s'est pas trop mal terminé, mais enfin, si vous voulez, sur votre lieu de travail, évidemment, votre employeur peut s'en servir. Hein, c'est évident. C'est considéré comme du vol. Oui, c'est sûr. C'est le mot, oui. Donc, finalement, vous vous mettez un peu dans une situation un peu compliquée pour pas grand-chose quand on réfléchit. Enfin, une situation qui pourrait avoir des conséquences assez lourdes, je pense, par rapport au travail, pour finalement des choses qui sont, vous voyez, c'est des objets qui n'ont pas grande valeur. Mais c'est pareil, vous pouvez tomber sur un vigile qui, alors la plupart du temps, il vous demande de payer. Et ça se limite à ça. Oui, si c'est la première fois. Si c'est la première fois. Mais après, si vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va dire, écoutez, je vais prévenir le commissariat. Pas pour 2 kiwis, à mon avis. Oui. Mais, vous savez, Ça peut servir d'exemple et ceux qui sont là, par exemple. Donc, si vous voulez, je sais pas, il y a des périodes comme ça. Ça peut être aussi indirectement parce que on joue avec quelque chose, avec un peu un sentiment de culpabilité. On voit bien, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le côté, j'ai vu, il y a quelqu'un d'ailleurs qui dit que le taux de démarque inconnu, c'est 1 à 2% du chiffre d'affaires. Alors quand on voit le chiffre d'affaires de ces grandes surfaces, on dit c'est énorme évidemment les vols. Mais derrière tout ça, c'est après tout, vous pourriez rejoindre des associations de consommateurs, voyez, rejoindre des gens comme ça qui défendent, qui luttent un peu, qui m'aiment beaucoup. Enfin, là, sur un plan individuel, vous prenez des risques qui ne sont pas sans conséquences pour des choses finalement, pour des babioles quoi. Oui, et derrière ça, vous jouez quand même un peu avec ce sentiment de culpabilité parce que peut-être que vous arrivez d'ailleurs, vous sentez au bout de quelque chose où quand on commence comme ça à se poser des questions, c'est là où on se fait prendre. Hein. Donc c'est peut-être bien d'en parler. Je trouve que c'est pas mal que vous appeliez. Parce qu'en plus, je vais vous dire, Thierry, ça concerne beaucoup de monde. Hein. Ça concerne beaucoup de monde. Ou un peu ce qu'on appelle un peu la kleptomanie, où des gens vont dérober des choses vraiment, mais qui. Dans le restaurant, ils peuvent tirer un petit couteau, une fourchette. Exactement. Mais ça peut même être, parfois ça va plus loin. Et là, on est dans quelque chose. Il y en a, ils vont prendre du pain. Hein, vous voyez, il faut partir avec quelque chose, quoi. Bon, derrière, c'est quand même, ça peut s'arrêter tout seul, ça. Mais souvent, il peut y avoir un peu, on joue avec ce sentiment de culpabilité. À un moment, l'idée de se faire prendre, payer quelque chose, quoi. On paie pas dans les faits, voyez, mais on paie autrement, hein. Donc c'est pas mal que vous en parliez. D'accord, oui, ça peut se réfléchir à d'autres personnes qui ont peut-être. Et puis même déjà vous, quand même en premier lieu, parce que je reviens notamment sur le travail, ça pourrait vraiment, vous pouvez tomber, enfin votre employeur, de toute façon ça va après. Quand bien même il n'y aurait pas de répercussions graves et qu'il ne va pas parler de faute, il va porter un autre regard sur vous. Il va dire tiens, c'est quelqu'un. Il veut, je ne sais pas quelle relation vous avez, mais il va vous dire je peux pas lui faire confiance. Ce gars-là est pas fiable ou il me vole. Même si vous pouvez vous dire de toute façon vous allez le jeter, certes, mais il n'empêche que vous n'avez pas à le prendre.
D'accord. Alors les auditeurs ont une vision très indulgente, hein, je vais vous dire. Il y a Violaine qui dit, si je comprends bien, vous êtes contre le gaspillage. On peut voir. Elle a raison, Violaine, on peut voir les choses comme ça. Mais c'est ce que je vous dis, il y a plein d'associations, et vous auriez raison dans ce sens-là, d'associations de consommateurs, d'associations. On aurait besoin un peu d'écolos, mais de véritables écolos qui se soucient justement réellement de la planète et de ce qu'on en fait, de cette consommation effrénée. Vous pourriez finalement rejoindre des mouvements associatifs et vous y sentir très bien et mener des actions, mais qui se retourneraient pas contre vous. Parce que là, sur un plan individuel, vous faites rien changer. Si ce n'est qu'au fond, de toute façon, on paye l'addition autrement, tous les autres, voyez. Donc, alors il y a Mimi, lui il est dans le commerce, Mimi. Alors comme il dit, de toute façon, même petit, hein, un vol, petit ou pas, ça reste un vol. Il y a Coco qui me dit que la caissière en question dont j'ai parlé, elle a fini par être virée avec cette histoire de bons. Vous voyez, là c'est vraiment quand on voit les bénéfices que fait la grande distribution, ça sera un autre sujet. Il y a Feuille de Chêne qui dit j'ai le même toc, hein, et d'ailleurs je voudrais en guérir. Et puis il y a Frésia, elle dit tiens maintenant voilà, demain je vais m'acheter une veste chasseur. Vous allez voir, ça vous donner des idées, mais méfiez-vous parce que je sais qu'il y a beaucoup de vigiles qui sont à l'écoute aussi, hein. Donc ils vont regarder les chasseurs maintenant d'un œil soupçonneux. Voilà. D'accord. Non mais je trouve que c'est prendre des risques qui peuvent être, qui peuvent vous mettre dans un sentiment de malaise, pour finalement quand même, vu ce que vous dérobez, l'enjeu n'en vaut pas la peine. Oui, c'est sûr, c'est beaucoup de choses. Ce petit frisson. Alors il y a parfois un besoin indirectement d'attirer un peu l'attention. Même si c'est pas de la meilleure façon, parce que évidemment ça se retournerait contre vous. Outre le fait, même si à un moment, un vigile s'aperçoit de ça, même si vous dit vous réglez, c'est pas très agréable, hein, comme sentiment. Oui. Oui, on a affiché devant toutes les autres personnes. Voilà. Après, vous pouvez pas retourner là. Enfin, en général, vous pouvez, personne vous en empêche, mais c'est pas très agréable. Enfin, vous vous mettez dans une situation très embarrassante, très gênante, pour quelque chose qui est mineur, pas le fait en lui-même, mais voyez les choses que vous dérobez. Mais je vous dis, derrière ça, il peut y avoir, chez certaines personnes, ça peut devenir un véritable symptôme, hein. Il y a des personnes qui d'ailleurs passent devant les tribunaux. Généralement, il y a beaucoup d'indulgence quand on est dans des cas de kleptomanie avérée. Parce que je vous dis, ce qui est dérobé est dérisoire, vraiment dérisoire. Donc souvent, ce que l'on demande dans ces cas-là, c'est plutôt du soin, voyez. C'est-à-dire que on prend en compte qu'il y a quelque chose derrière de problèmes plus d'ordre psychologique. Un vide un peu dépressif, ça dépend des personnalités, mais il y a quelque chose. Alors, je ne dis pas que c'est votre cas, parce que si. Je ne me sens pas trop en mauvaise santé, ni physiquement. Non, mais c'est pour ça. J'ajoute tout de suite, Thierry. Vous voyez, avant même que vous me disiez ça, je dis pas que c'est votre cas du tout. Mais simplement, le fait d'en parler, c'est pas mal, parce que c'est prendre conscience. Vous dites, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Je vous dis, si vraiment vous êtes, après tout, vous visionnez un reportage qui vous indigne, et vous avez bien raison, tout ce qu'on jette, c'est terrible ce qu'on jette et où on met dedans de la javel pour que ça soit pas consommé, parce que si les gens après étaient malades, ça vaut le coup, oui, ça vaut le coup de se battre, de rejoindre des associations, à la limite de militer, oui, là vous serez utile. Et au moins ça se retournera pas contre vous. Mais au boulot, vraiment attention, hein, vous jouez avec le feu, d'accord ? D'accord, merci. Bon. Bon, écoutez, c'est moi qui vous remercie parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés et qui n'auraient pas forcément osé appeler. Bonne soirée, Thierry. Je fais une grosse bise à la standardiste, c'était très charmante. Je vais lui transmettre parce qu'elle vous a pas entendu, mais c'est promis. Je ferai une bise pour vous. Un gros bisou au Fifi. Alors. Ah allez, les deux, c'est promis. Vous venez d'entendre, ce soir aussi, il y aura du foot sur Europe 1, donc nous serons là, bien sûr, mais à 23h10, voilà, comme aujourd'hui.
Mais d'ici là, nous avons une belle heure de direct devant nous. La ligne est ouverte au 39 21 pour vous permettre d'exprimer ce que vous vivez, ce que vous ressentez, pour le partager avec nous. 39 21 pour témoigner, pour réagir également à une histoire. Vous pouvez le faire par mail sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit, ou encore sur la page Facebook. Alors vous réagissez beaucoup au témoignage de Thierry qu'on a entendu juste avant le journal de minuit et qui à sa façon lutte contre le gaspillage. Quelqu'un me dit ce sont nous les consommateurs, nous-mêmes nous sommes responsables de tous ces déchets des grandes surfaces parce qu'on veut toujours avoir les plus beaux et les plus frais produits. C'est vrai que par exemple au rayon fruits, au rayon primeur, c'est terrible parce qu'on le fait tous d'être là à tâter les fruits et alors multiplié par le nombre de clients qui passent dans une journée, à la fin un fruit si vous le tâtez trop, même s'il est un peu dur au départ, il finit, il est complètement blette. Donc on n'en veut pas, ou s'il est un peu. Alors que finalement, quand on regarde ceux qui sont un peu cabossés, on en est même arrivé à faire de la pub pour les légumes et les fruits moches. C'est quand même terrible d'en arriver là en disant qu'ils sont peut-être moches mais qu'ils sont bons. Donc c'est vrai qu'il y aurait beaucoup d'habitudes comme ça à changer. Et puis il y a aussi les normes qui nous sont imposées par ailleurs. Il faut qu'ils aient un certain calibre et autres. Ça sera autre chose. Alors Mimi, lui, il est très concerné par le sujet évidemment. Il dit c'est surproduction de produits. C'est vrai que c'est trop. Allez plutôt chez votre artisan. Il ne produit que ce qu'il vend et comme ça, pas de gaspillage. Vous avez raison, bien sûr. Et là aussi, oui, c'est un peu plus cher, mais il faut savoir ce qu'on veut aussi, parce qu'on peut pas gueuler d'un côté en disant il y en a marre et on gaspille, on jette, puis en même temps on va toujours vers le moins cher, et puis finalement à côté il y a plein de... D'ailleurs, même dans les villes, de boutiques qui ferment, le centre-ville se meurt. Pourquoi ? Parce que tout le monde va dans les grandes surfaces. Donc, c'est vrai qu'on est responsable, vous avez raison, de tout ça, et il faudrait peut-être qu'individuellement on se responsabilise un petit peu plus. Allez, ça sera un vaste débat qu'on va peut-être pas entamer ce soir, à moins que vous souhaitiez poursuivre avec nous au 39 21. Je reçois un message à l'instant qui dit moi aussi je suis moche, mais qui n'ajoute pas la suite. Oui, mais on va bientôt faire des pubs aussi pour vous inquiétez pas. Allez, on va accueillir maintenant, je sais plus qui c'est Marie-Hélène qui était avec nous. Bonsoir Marie-Hélène. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, ma demande est loin des fruits tapés et tout ça. C'est un petit peu un peu plus grave, je dirais. Enfin, tout a son importance. Mais là, on est un petit peu dans notre famille, un petit peu coincé dans une espèce de problème qui nous arrive, un questionnement, on va dire, voilà. Il y a 26 ans, je reviens un petit peu en arrière, il y a 26 ans, ma famille, moi-même, on a parrainé un enfant, je faisais partie de Médecins du Monde pour parrainer des enfants malades qui venaient de l'étranger. Et on a parrainé un enfant qui avait 5 ans à l'époque. Allô ? Oui, je vous écoute. Ah, pardon, excusez-moi. Qui avait 5 ans à l'époque et qui a maintenant 32 ans. Et on l'a eu 9 mois, un peu à la maison, un peu à l'hôpital, un peu à Curie, il s'est fait opérer, il avait une tumeur cancéreuse à l'œil. Et donc, pendant 9 mois, on l'a accueilli. Médecins du Monde me l'avait confié parce que, suite au départ de son papa était resté juste 15 jours avec lui. En tout, il était resté 1 an en France pour se donc faire vous étiez soigner. Famille d'accueil en fait. Pas famille d'accueil, marraine pour aller le voir à l'hôpital. Surtout pour aller le voir à l'hôpital. Et vous l'avez hébergé chez vous aussi à un moment? Alors non on l'a hébergé chez nous, mais juste les week-ends. L'hôpital nous permettait de le prendre un peu le week-end quand il n'était pas en chimio, quand il n'était pas au boulot, quand il avait après son opération. Ils ont réussi à le guérir, cet enfant? Tout à fait, puisque maintenant il a 32 ans, il va bien. Oui, d'accord. Et donc il est reparti dans ce pays, dans son pays au mois de septembre. Enfin, au mois de septembre, c'était
y a longtemps. De cette année-là, oui. De cette année-là. Oui. Et donc, ça a été un déchirement pour nous, parce que c'est vrai qu'on s'était attachés beaucoup, mes enfants, moi-même et mon mari. Et puis pour moi aussi, c'était un peu compliqué, parce qu'il y avait vraiment... c'était le 3e enfant. À l'époque, j'avais que 2 enfants. C'était notre 3e enfant, et on avait vraiment on avait beaucoup d'affection pour lui. Vous ne l'avez plus revu après? Alors, on ne l'a plus revu. Alors, j'ai écrit. Oui. J'ai envoyé des colis et tout ça. Puis à un moment donné, le papa m'a écrit, parce que c'est là où il y a eu les gros problèmes en Algérie, puisque c'était un petit Algérien. Les gros problèmes en Algérie, où il y a eu la révolution avec le fils et tout ça. Et ça devenait problématique de recevoir du courrier de France et des colis de France. Donc, ils avaient un peu peur. Donc, ça s'est arrêté. Et puis, ça s'est arrêté. Puis moi, nous, on a repris notre vie. J'ai eu d'autres enfants après. Et puis voilà. Et puis lui, à un moment donné, quand il était un peu plus grand, il a cherché à nous retrouver. Mais entre-temps, on a déménagé. On était dans la région parisienne, et maintenant, on est dans le sud. Donc, il nous a pas retrouvés. Et puis, au joie, il n'y a pas très longtemps, au mois de janvier, par le biais de Facebook, il m'a retrouvée. Parce que j'ai un compte sur... Et donc, il m'a écrit tout excité, un petit peu en charabia, parce qu'il a perdu un peu le français. À l'époque, il ne connaissait pas du tout le français. En 9 mois, il a appris le français comme vous et moi. Et donc, un beau jour, vous recevez un message aujourd'hui de ce jeune homme. Un message qui me dit enfin, je t'ai retrouvé, maman. Et je n'ai pas compris au démarrage, je n'ai pas compris, parce que c'était pas signé. Vous êtes demandé, oui, vous l'aviez. Je me dis, qu'est-ce que c'est? C'était pas du tout les propos que il vous appelait maman. Il en était venu à vous appeler maman. Il m'appelait pas maman à l'époque. À l'époque, il m'appelait pas maman, et là, sur Facebook, il m'appelle maman. Et donc, on a commencé, on a commencé à... il m'appelait Marie, voilà, puis c'est tout. Et puis, on a commencé à correspondre un peu sur Messenger, et puis voilà, puis à un moment donné, avec mon mari et puis mon fils, on a décidé d'aller le voir. Et donc, on en revient, on est revenu la semaine dernière, on a passé une semaine là-bas. Et donc, ça a été d'abord très émouvant. Et puis, après, les problèmes sont arrivés, c'est-à-dire on s'est aperçu que c'était un peu un drame. Son retour a été un drame, dans la mesure où il ne voulait plus voir sa mère. Pourquoi il ne voulait plus voir sa mère? Il disait que sa mère, c'était moi. Oh, il disait c'était c'est son papa qui nous l'a dit. Mais après, quand vous étiez pendant votre séjour? Non, pas du tout, quand il était tout petit. Ah bon, d'accord, oui, d'accord, on navigue entre deux temps, donc là j'avais, d'accord, je comprends mieux, oui, bien sûr. Oui, quand il est revenu en Algérie, d'accord, je comprends mieux. Il a fait un rejet, en fin de compte, il a fait un rejet de sa maman, il a fait un rejet un peu de son pays, il voulait plus parler arabe, il voulait parler que français. Donc c'était un peu compliqué pour lui, et puis en plus, alors là je reviens au jour d'aujourd'hui, on a eu une conversation avec ses parents, quand on y était, là, il y a une semaine. Et c'était très, très particulier. Le papa nous a même dit, à un moment donné, là, on l'avait oublié, on pensait qu'il était bien là-bas, il est revenu, mais bon, voilà. Oui, enfin, c'est peu probable qu'il ait oublié quand même, hein. Le papa nous a dit ça comme ça. Oui, il dit ça, voilà, maintenant, voilà. Mais les parents, en général, quand ils envoient leurs enfants dans des situations-là, il y a quand même une inquiétude. Bon, alors, après, ça tout dépend de l'histoire qu'il avait. Je sais pas, voilà, exactement. Oui, bon. On s'est aperçu, après, il nous a dit, oui, il était bien éduqué, bon, c'était bien. Bon. Mais par contre, par rapport aux propos de ce jeune homme, maintenant, il s'est jamais senti bien chez lui. Et en plus, il y a un autre problème, c'est que son papa, il y a eu tout un tas de choses d'histoire de famille, mais ils n'ont pas fait le nécessaire par rapport à la reconstruction de son œil, puisqu'il a été opéré, et donc maintenant il est vraiment très abîmé. Et donc, il devait normalement reprendre contact pour refaire une opération réparatrice, et puis ça n'a pas été fait, et puis c'était comme ça, et puis maintenant c'est comme ça, c'est comme ça, il reste comme ça, et puis voilà. Donc voilà, ma demande est un peu particulière dans le sens où comment peut-on faire, et vers quel organisme, s'il y a des auditeurs qui m'entendent et qui connaissent un petit peu le biais, comment on peut faire pour à un moment donné
qu'il revienne pour faire la suite de son traitement, puisque c'était prévu initialement qu'à l'état d'adulte, il faudrait qu'il fasse une opération réparatrice. Donc de chirurgie, la réparatrice. Oui. Parce il doit être reconstruit au niveau de son visage, un peu au niveau de son œil. Voilà. Ouais. Et donc, comment faire? Parce que j'ai essayé d'appeler Médecins du Monde. Oui, puisque c'était par eux que vous aviez connu cet enfant, vous êtes occupé de lui. C'est pas ça, il faut vous diriger vers une association franco-algérienne. On a essayé, c'est vraiment. C'est là qu'après, ils n'assurent pas. Ils sont très sollicités évidemment, mais voilà. C'est pas la première fois que ça doit se produire, ce genre de situation, ou parfois après une intervention qui peut être un peu. Pas mutilante. C'est sûr. Hein. Et surtout, ça porte le visage, qu'on prévoit une chirurgie réparatrice, c'est étonnant. Et alors, ils vous ont donné les coordonnées d'une association franco-algérienne? Alors, il y en a plusieurs. on a téléphoné, c'est pas ça, ça nous a rien donné, ça nous a renvoyé sur quelque chose où on n'a pas eu de réponse. Bon, c'est vrai que je viens juste de rentrer, hein. Il y a 3 jours que nous sommes rentrés, donc on commence un petit peu Ah oui, donc vous venez de rentrer, d'accord, oui. Je viens de rentrer, et donc c'est vrai que c'est m'est venu l'idée de vous appeler, et puis peut-être s'il y avait des auditeurs qui connaissaient un petit peu le biais, comment on peut faire pour qu'il ait au moins cette opération réparatrice, et comment on peut faire, parce que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est des gens très très modestes, hein, vraiment très très modestes. Lui, il travaille, c'est un ouvrier, donc il a un boulot. Enfin, c'est pas, il est vulcanisateur, il répare des pneus, donc il a certainement pas un très gros salaire. Je me suis pas permis. Mais comment faire en fait? Finalement, ça serait, il faudrait qu'il vienne en France et qu'après qu'il se mette en contact avec l'équipe, à la limite l'équipe qu'il avait opéré enfant. Parce que le problème, vous pouvez profiter évidemment de l'antenne, de la libre antenne pour lancer un appel, mais je comprends pas très bien votre demande. Vous dites, vous faites appel aux auditeurs, mais par rapport à qu'est-ce que vous attendez? Finalement, c'est-à-dire par rapport à est-ce qu'il y a une association, est-ce qu'il y a des groupements de médecins qui peuvent faire ça, est-ce qu'il y a vers quoi doit-on se diriger pour avoir le bon filon pour essayer de trouver, parce que je sens qu'on se perd dans des numéros de téléphone. Déjà, il faudrait savoir quand même, parce que des groupements de médecins, c'est déjà très particulier. On est dans de la chirurgie réparatrice au niveau du visage. Et de l'œil, donc il n'y a pas 36 000. Il y a des personnes, qui sont très en pointe dans ce sujet. Donc déjà, vous voyez, ça concerne quand même certains. Déjà, vous avez pris contact là où il a été opéré? J'ai pris contact avec Médecins du Monde qui m'a dit. Oui, moi je trouve que c'est eux les meilleurs interlocuteurs là, puisque eux ils m'ont dit non, parce que au niveau individuel maintenant c'est plus comme ça, parce que c'est plus comme ça maintenant, parce que justement ils se sont trouvés face à des problèmes qui ne pouvaient plus gérer vu l'ampleur. Vu l'ampleur, et puis surtout et moi j'ai très vite, même quand il est reparti à l'époque. J'ai vu l'impact, en fin de compte, ces enfants, ils sont complètement bouleversés après, parce qu'ils partent d'un milieu à un autre, parce que c'est certain. Ils ont beaucoup, et on a bien vu qu'il a eu, maintenant il l'exprime, qu'il s'en est jamais remis, quoi, il serait peut-être mort s'il n'avait pas été opéré en même temps. Voilà, donc, de toute façon, c'est ça, malheureusement. Aussi, c'est vrai que c'est évidemment pour un enfant être dans un univers où on le voit avec l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, où ils font venir aussi via des familles qui accueillent, comme vous l'avez fait, des enfants. Enfin, c'est un investissement en temps, en affection énorme. Heureusement, qu'ils peuvent s'appuyer sur des familles comme vous qui sont prêtes à ça. Et c'est vrai il y a eu des reportages de faits où on voyait là où les enfants partaient, parfois quand ils arrivaient dans nos pays, on n'est plus dans le même monde. Et c'est vrai qu'on se dit au départ c'est effrayant. Finalement, ils ne maîtrisent pas la langue, ils sont séparés de leurs parents, ils sont dans un environnement où quand même on leur fait mal. C'est des soins qui leur font mal, même si c'est pour les sauver la plupart du temps. Et on voit après l'attachement, comme vous dites, qui porte à la famille qui a été présente, et toute la difficulté parfois après de se réadapter. Enfin, c'est vrai que
C'est complexe, mais en même temps, bon, ça poserait une autre question. Faut-il ne pas le faire non plus parce que l'enfant serait plus là. Enfin, alors donc Médecins du Monde, bon, on peut comprendre après leur politique, mais je suis étonnée quand même qu'ils ne vous disent pas, par exemple, par rapport au moins de vous donner des adresses peut-être de chirurgiens qui pratiquent. Pas du tout. Ils m'ont dit non, c'est très flou et puis vraiment ils ont à la limite pas compris ma demande. Oui, mais alors c'est peut-être qu'il faudrait leur expliquer. Je pense que, vous voyez, si vous pensez que votre demande n'a pas été bien comprise, peut-être qu'il faudrait... Dit que de toute façon, au niveau individuel, alors ça ne se fait plus comme ça. Non, mais certes, mais là vous trouvez... Enfin, c'est-à-dire qu'ils n'opèrent plus des enfants qu'ils font venir de l'étranger, donc. Non, maintenant ils ne font plus parce que ce sont les médecins qui se déplacent. Oui, mais à côté de ça, ils ont un réseau extrêmement important où ils soignent des gens qui sont dans des situations sanitaires terribles. Et donc, ils ont quand même des réseaux. Et peut-être en reprenant le temps avec eux de dire, bon, est-ce qu'au moins vous pourriez m'orienter peut-être vers une structure ou vers une association Ils m'ont dit, il faut vous orienter vers une structure franco-algérienne. Bon, vous avez fait appel aux auditeurs. Si quelqu'un a... Là, j'avoue que moi, je ne suis pas en mesure de vous conseiller. Là, c'est pareil. Je me dis, quelque part, doit-on vraiment continuer à essayer d'aider pour qu'ils reviennent pour se faire opérer ? On est un petit peu quand même au niveau psy, au niveau vraiment émotionnel, on est un peu perdu, je dirais, aussi bien mon mari que moi-même et mon fils. Par rapport à... Mais c'est quoi sa demande à lui ? Quelle est notre demande ? Enfin, quelle est notre il y a certainement posture ? Il peut y avoir d'autres demandes derrière. Je ne sais pas quelle est sa demande au fond. Il est là-bas. Il est en couple. Il travaille. Il a des enfants lui-même aujourd'hui. Non. Il est célibataire. Il est célibataire. Il travaille. Il vit chez ses parents toujours. D'accord. Et il est sur le visage, c'est vraiment, c'est très marqué. Ah oui. Oui, donc c'est handicapant pour lui, c'est invalidant. Oui, c'est très handicapant. C'est invalidant. Ouais. Il tourne sa tête du côté, il baisse souvent sa tête pour pas qu'on le voit. Enfin, et en Algérie, c'est pas possible ce type de chirurgie réparatrice. Apparemment non. Parce que le visage, c'est vrai que c'est très particulier. Le visage, si ça englobe l'œil. Bon. Là où il a été opéré, je ne sais pas dans quel hôpital, ça a été fait à Paris. Il a été opéré à Curie. Oui. Peut-être que vous pourriez essayer de les appeler en demandant, parce qu'ils ont, en expliquant la situation, que maintenant cet homme aurait besoin vraiment souhaiterait effectuer une chirurgie réparatrice qui n'a pas pu être effectuée puisqu'il n'est pas revenu en France depuis. Vers qui pourrait-on l'adresser ? Est-ce qu'ils ont déjà ils ont dû avoir ce cas de figure ? Qui pourrait... Vous voyez, je crois qu'il faut voir un peu avec déjà. Et puis de notre côté, l'appel est lancé. S'il y a quelqu'un qui a une idée, parce que Brigitte dit chercher un financement participatif sur les réseaux sociaux, mais c'est même pas tant de cet ordre-là. C'est d'avoir déjà un lieu pour qui puisse être opéré. Savoir qui. Oui, c'est ça. Savoir qui, vers où le diriger. Est-ce que l'on fait bien ? Parce que c'est vrai qu'on a ça, c'est autre chose. Là, c'est compliqué de vous répondre. Qu'est-ce que vous craignez ? Moi, je crains rien. Ça ne peut que lui améliorer sa vie à cet homme. Si vraiment déjà dans son visage, il a un visage qui, vous voyez, s'il n'a pas cette honte, vous dites qu'il se dissimule. Ça a dû malheureusement être terriblement invalidant pour lui. Donc ça peut lui redonner confiance en lui. Après... Il exprime, il n'a pas eu de copine parce que, voilà, il dit qu'il n'est pas beau, que, voilà, il est très... Il n'est pas bien avec ça. Alors que c'est quelqu'un qui est extrêmement... c'était un petit garçon, on l'a retrouvé dans le même état, c'est quelqu'un de très intelligent, qui est très vif et tout ça, qui est vraiment... bon. Mais le problème, c'est que, évidemment, derrière cette demande, vous pouvez en avoir d'autres qui peuvent naître.
qui peuvent. Mais après ça, vous seul pouvez y répondre à ce que vous êtes prêt aujourd'hui, comme vous dites, vous en parlez à votre mari, à investir en temps, peut-être en argent, enfin en accompagnement par rapport à l'histoire que vous avez tissée quand il était enfant, parce que il peut y avoir d'autres demandes. Et vous, après, ça peut être à vous aussi de cadrer. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous craignez qu'il vous demande après, peut-être de pouvoir. Je ne sais pas. Bien sûr qu'il peut y avoir d'autres. Même s'il demandait d'essayer de vivre en France, il n'y aurait pas de problème. Hein. Moi, je serais capable. Mais est-ce que c'est. On se pose la question. Est-ce que c'est bon pour lui? Mais je pense, franchement, si dans vu la nature de l'intervention, puis c'était une tumeur dans l'œil, le fait qu'il nécessitait une chirurgie réparatrice qui n'a pas pu être faite en temps voulu. Il faut d'ailleurs voir au niveau des tissus, enfin ce qu'il en est, mais ça un chirurgien pourrait le dire. Bien, ça ne pourrait être que lui être profitable. Parce que en termes, la façon dont il s'est construit, d'estime de lui-même, il porte ça sur son visage. Il a pu être rejeté, même y compris par d'autres enfants. Enfin, bon, et y compris par sa famille. Y compris par sa famille, malheureusement. Donc bon, ça a occasionné malheureusement une grande souffrance psychologique. Si ça a été réparé, il a été sauvé, et tant mieux. Mais la souffrance psychologique n'a pas été prise en compte. Et sur ce plan-là, bien sûr qu'il peut y avoir aussi réparation par la chirurgie, mais aussi une forme de réparation morale et psychologique. C'est bon, ça, je pense que maintenant le mieux, moi, je reçois encore un petit message de Clélia qui dit. Il faut trouver déjà le spécialiste parce que il y en a un qu'on voit souvent d'ailleurs dans des reportages qui fait des choses formidables en termes de chirurgie réparatrice du visage. Ils sont pas 50, hein. Donc à mon avis, vous n'allez pas avoir, surtout si l'œil est intégré, il va y avoir quelques noms sur les doigts d'une main, à mon avis, même. Donc déjà en appelant le service où il a été opéré, parce que doivent savoir vers qui vous dirigez. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Quel est le chirurgien, l'équipe qui s'occupe de ça? Et en partant de là, déjà, ça vous donne un point de départ. De rappeler l'hôpital concerné, l'équipe, et voir ce qu'il est possible de faire après. Mais déjà, savoir... Parce qu'à mon avis, ça se compte sur les doigts d'une main. Je peux me tromper, mais c'est quand même très particulier. Oui, c'est très particulier. Donc, parce que c'est vraiment tout l'œil. D'abord, à mon avis, donc il faudrait qu'il lui enlève son œil qu'il ne voit pas d'ailleurs. Vous voyez, donc un œil artificiel, je sais pas. Mais oui, ça se fait, bien sûr. Et ça. Alors pour le coup, les gens se sentent revivre, parce que vraiment, ce n'est pas visible à l'œil nu. C'est-à-dire qu'on leur met effectivement un œil artificiel, mais franchement, ça ne se voit pas. C'est très bien fait, mais encore une fois, je vous dis, c'est pas toutes les équipes qui le font. Déjà, en appelant la structure où il a été opéré, ils vont déjà vous donner quelques orientations. Curie, à Curie, alors d'autant plus, bien sûr. Oui, c'est à Curie. Il faut peut-être un peu insister parce que Curie, ils sont très sollicités, mais vous allez avoir déjà des noms là. Ça vous permettra d'y voir plus clair. Mais si on a des contacts pour vous, donc 3921, les mails europe1.fr, la page Facebook, et peut-être il reste encore une demi-heure d'émission, mais on pourra avoir. D'accord. Amandine me dit on pourra avoir un médecin en ligne qui est là, qui est avec nous, 3921. Donc je vous propose qu'on l'accueille tout de suite. Bonsoir. Oui, merci. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir docteur. Oui. Et donc je pense que la solution doit être envisagée de façon rationnelle. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge là. Et donc il y a deux problèmes à résoudre en parallèle. Le problème du geste médico-chirurgical. Et il faut donc trouver une équipe. C'est une chirurgie maxillofaciale, c'est ça? C'est ça, oui. Bon, donc vous êtes à Paris? Moi, je suis à Nîmes. Mais à Nîmes, bon. Oui, mais on peut aller à Paris, il n'y a pas de problème. Pas forcément, parce que dans votre région, il y a aussi des grandes équipes. Donc, il y a... quel est le grand CHU le plus proche? Parce que Nîmes, c'est un très bon hôpital, mais je suis pas sûre... Oui. Non, sinon, il y a Montpellier. Bon, à la Péronie, à Montpellier, il faut que vous trouviez, peut-être par l'intermédiaire de votre médecin, la bonne équipe de chirurgie maxillofaciale à la Péronie. C'est un CHU merveilleux, remarquable. D'accord. Donc à la Péronie, vous trouverez sûrement la bonne équipe. Il faudrait demander les comptes rendus de Curie
de son enfance. Je crois qu'il m'a dit qu'il avait le compte rendu, lui. Alors, il faut qu'il vous le transmette. Tous les papiers, d'accord. Du point de vue médico-chirurgical. Demandez à ce jeune monsieur de vous redonner des photocopies de ses comptes rendus de la chirurgie qui a été faite à Curie quand il était gosse. D'accord. Avec ça, vous trouvez la bonne équipe à la Péronie à Montpellier, à mon avis. Oui, d'accord. Peut-être avec l'aide de votre médecin. D'accord, oui, bien sûr, je peux lui en parler. Hein, voilà. Bon, donc là, vous allez la filière médico-chirurgicale qui va vous permettre de trouver l'équipe. Ça va vous prendre quelques semaines, mais vous allez la trouver, l'équipe. Bon. Ensuite, il faut faire budgéter cette chirurgie. Et là, en parallèle, il faut une prise en charge médico-sociale. Oui. Il faut donc que l'équipe vous fasse un devis. Il faut peut-être soit transiter par l'assistante sociale du service, soit vous adresser à un intervenant social. Pourquoi ? Si cette intervention est impossible en Algérie, il existe des prises en charge du gouvernement algérien pour faire soigner un de leurs ressortissants en France. D'accord. C'est ça, parce que personne ne vous acceptera ce jeune monsieur sans prise en charge. Sinon, bien sûr. comme vous êtes les garants de ce patient, c'est vous qui serez obligé de payer. D'accord. Or, c'est très onéreux, ce genre d'intervention. Oui, j'imagine. Oui, mais c'est important de savoir que donc le gouvernement algérien peut prendre en charge des interventions de ce type lorsqu'elles ne peuvent pas être pratiquées dans le pays. Donc, il faut faire ce qu'on appelle une évacuation sanitaire. D'accord. Mais bon, il faut ce qu'il a eu quand il était petit, à la limite, la même chose. Oui. Mais donc, il faut donc trouver un chef d'orchestre médico-social, c'est-à-dire soit l'assistante sociale du service de la Péronie, du CHU de Montpellier. Il y a forcément, dans tous les services hospitaliers, il y a une assistante sociale. Oui, bien sûr. Donc, une fois que vous aurez trouvé l'équipe, il faut peut-être vous déplacer pour rendre visite à l'assistante sociale et organiser le séjour du garçon avec une prise en charge, soit d'une association en France, parce que ça existe, et les assistantes sociales hospitalières sont extrêmement bien documentées, compétentes, efficaces. D'accord. Donc soit elle aura un joint par l'intermédiaire d'une association, soit demander officiellement une évacuation sanitaire justifiée. Vous voyez ? D'accord. Tout à fait. Il faut je vous faire remercie, Catherine. Les deux démarches en parallèle. Oui, donc c'est important parce qu'il y a à la fois de savoir le bon service et après, comme on dit, de faire ce devis et savoir la prise en charge. Il faut les deux en parallèle. Je vous remercie beaucoup. Oui, c'est très clair, c'est très clair, c'est très précis là. Ah oui. Et lui, donc, ça serait ce jeune homme qui devrait à ce moment-là, sinon faire des démarches auprès de en Algérie. Il y aura une correspondance, C'est-à-dire qu'on peut très bien mettre en route cette prise en charge via le consulat de France à Alger ou en Algérie. Où est-il en Algérie? Il est à peu près à Gazaouet, il est à côté d'Oran, pas loin d'Oran. À Oran, le consulat de France à Oran. Oui. Vous voyez, il faut orchestrer les choses de manière harmonieuse afin que tout soit prêt quand il viendra. D'accord. Ok. Oui, déjà, ça sera très rassurant pour lui de savoir que les choses vont se mettre en place, se préparent de façon un peu méthodique. Il y a quelqu'un, j'en profite tant que vous êtes là, Catherine, parce que c'est quelqu'un qui parle de la Fondation ophtalmologique Rothschild, où ils auront un service qui est les meilleurs de France pour la reconstruction orbitopalpébrale et oculaire. Mais, ça dépend de ce qui a été fait au démarrage. Oui, d'accord. C'est pour ça qu'il faut les comptes rendus de Curie. Bien sûr. Et vous pouvez soit contacter effectivement Rothschild, mais comme Madame est dans le sud, le CHU le plus proche, c'est Montpellier. D'accord. Et c'est un très 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 bon CHU. Vraiment. Oui, il est très c'est un groupe hospitalier remarquable. Et donc il y a forcément dans le CHU de Montpellier quelqu'un, ou alors Marseille, plus bas, ou Paris, si vous n'arrivez pas. Mais il faut d'abord que vous ayez en main les comptes rendus de l'intervention de l'enfance. De Curie. Tout à fait. De Curie. D'accord. Afin de pouvoir... Alors, quand vous aurez le compte rendu, peut-être qu'à Curie, ils peuvent vous dire qui ils ont comme correspondant, eux. Possible. Attention, l'intervention sur un visage d'adulte n'est pas la même chose que l'intervention sur le visage d'un enfant. Bien sûr.
Donc c'est pour ça qu'il faut les comptes rendus initiaux pour pouvoir prendre la suite médicalement. Bien sûr. Mais c'est une chance que vous soyez à l'écoute à cette heure-ci, beaucoup, Catherine. Vraiment, je vous remercie en plus d'avoir appelé, parce que c'est précieux là, tous les renseignements c'est précieux parce que que c'est vous vrai communiquez. que ça me donne, on était un peu perdus et ça me donne vraiment une ligne. Oui, une ligne, conductrice. Vraiment, chemin, Il ne faut pas le faire venir comme ça. Ah non, bien sûr. Si vous le faites bien venir sûr. comme ça, vous allez être, accusé d'encouragement à l'immigration clandestine. Dans les climats que nous vivons, c'est très difficile. Oui, c'est pour ça que c'est c'est ce que j'exprimais à Caroline. On est un peu perdus parce que comment faire? Parce que justement, on avait prévu de dire on le fait venir puis après on verra. Mais je pense que c'est pas le bon plan. Surtout pas. Le bon plan. Ce jeune homme sera accusé des pires maux et vous avec. Nous vivons des climats très difficiles. Ah oui. Épouvantables. Très bien, épouvantable, oui. Bon. Même vis-à-vis de gens malades. Oui, bien sûr, bien sûr, oui. Alors que là, il peut y avoir des réactions épouvantables, même vis-à-vis de quelqu'un de malade. Ouais, vous êtes bien placé pour le savoir en tant que médecin. Je vous remercie vraiment infiniment parce que c'est très clair, très précis. Vous allez réussir, vous allez voir. Merci beaucoup. Oui. Et puis sur le plan, après, vous verrez pour les autres demandes, mais pour le moment, la priorité, elle est là. Et vraiment, pour lui, c'est vraiment lui offrir aussi une seconde chance, quoi. La première lui a donné, lui a permis de rester en vie. Et maintenant, c'est quand même très important, sa reconstruction. Oui, c'est ce qu'on sentait intuitivement, c'est ce qu'on sent, c'est la suite. C'est la suite de ce qu'on a vécu quand il était petit. Donc, il faut raccrocher les maillons. Voilà. Vous allez raccrocher les maillons. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, je suis ravie que vous ayez eu toutes ces informations. Vraiment, Marie-Hélène, bravo pour ce que vous avez fait, vous, de votre côté, parce que c'est formidable. Merci encore, Catherine, et soignez-vous bien, alors, docteur. Merci. Je vous embrasse. Bonne soirée. Au revoir. Marie-Hélène, si vous n'avez pas tout bien noté, vous pouvez réécouter en podcast l'intervention de... Non, ça y est, vous avez pu prendre en note tout ce qu'elle... vous êtes formidable. Bon. Je m'étais dit, s'il y a quelqu'un qui appelle, je vais prendre tout de suite le bloc. Alors, c'est super. C'est super. Bon, écoutez. Je sentais qu'il y allait vers quelqu'un qui allait appeler. Alors, j'avoue, là, c'est une chance parce que je me disais, il est quand même un peu tard déjà. Bon, et c'est vrai que, comme quoi, vous avez bien fait de jeter cette bouteille à la mer et on espère vraiment que la suite va être favorable pour ce jeune homme. Vraiment. Vous pourrez d'ailleurs nous dire si. Écoutez, avec plaisir. Déjà, le fait de dire que vous renseignez, que vous mettez en place des choses, ça va vraiment lui faire du bien. Merci et merci encore pour tout ce que vous faites. Beaucoup, au revoir. Caroline. Au revoir, Marie-Hélène. Merci, au revoir. Merci. La libre antenne, la nuit, sur Europe 1. Alors un petit message de Coco. Vous avez été très nombreux d'ailleurs à appeler le 3921. Je vous remercie. On va transmettre tous vos contacts, bien sûr, à Marie-Hélène. Soyez-en certaine. Il y a Fan qui dit c'est tout à fait d'accord avec ce médecin. Pour les malades, c'est catastrophique. Très peu de prise de conscience collective. Et c'est vrai que ce que font des associations comme Médecins du Monde, soigner des gens qui n'ont pas de papier mais qui souffrent de maladies, qui ont besoin de soins et qui souffrent de maladies contagieuse. On parle notamment de la tuberculose qui revient en force. Donc, ne pas soigner ces gens, déjà, évidemment, ça pose question sur un plan individuel, mais sur un plan de santé, le système sanitaire, là aussi, c'est préoccupant. Heureusement qu'il y a des associations qui le font. Il y a Fatia qui dit en tout cas, Marie-Hélène, respect pour ce que vous faites, prête à tout pour sauver ce garçon, lui permettre d'avoir un meilleur avenir. Je suis très touchée par ce témoignage. Coco également qui dit c'est formidable ce qu'a fait Marie-Hélène et sa famille, et puis ce serait bien qu'il soit suivi par un psy à l'hôpital où il sera opéré, car c'est compliqué ce type d'intervention en général, dans ces services de reconstruction comme ça faciale. Il y a une prise en charge un peu pluridisciplinaire et bien sûr qu'on prend en compte l'aspect psychologique parce que c'est vraiment l'image de soi, là on est en plein dedans, donc il y a une question d'identité. On va maintenant accueillir Nadège. Bonsoir Nadège. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de prendre mon appel. Mais vous êtes la bienvenue. Alors, voilà, j'ai besoin de conseils.
J'ai 4 enfants et 3 garçons, une fille. Et mon 3e garçon me pose de gros problèmes. Oui. Allô ? Qu'est-ce qui se passe avec votre fils alors ? C'est votre 3e le plus jeune ? C'est mon 3e. C'est pas le plus jeune. J'ai encore une fille derrière. Ouais. Au mois de septembre, là, il a décidé d'arrêter tout, d'arrêter ses études. Il était en alternance. Il a arrêté l'alternance. Il a donné sa démission. Et il refuse. Enfin, il ne veut pas aller travailler. Il ne veut pas reprendre d'études. Il joue énormément sur Internet. Du jour au lendemain, en fait. Oui. Enfin en septembre, c'était la rentrée en même temps. Donc peut-être mûri. Oui, c'est ça. Très peu de temps après la rentrée. Il a quel âge ? 23 ans, vous m'avez dit ? Il a 23 ans. 23 ans, hein, d'accord. Oui. Donc depuis septembre, il ne fait rien. Il est à la maison. Depuis septembre, il est là, il est à la maison, il joue la nuit, il dort le jour. D'accord. Il vit complètement à contresens de nous. Enfin bon, j'ai essayé de l'emmener voir un psychiatre spécialisé en addictologie. Donc il est allé le voir une fois. Il était d'accord pour aller le voir ? Oui, il est allé d'accord. Je suis allée avec lui d'ailleurs, il nous a reçus tous les deux. Oui. Donc il lui a donné un rendez-vous pour le revoir une 2e fois. Il n'est jamais retourné. Il n'a pas voulu y retourner. Vous lui avez demandé pourquoi ? Qu'est-ce que... Il avait pas... Je lui ai demandé pourquoi, Oui. mais vous savez, il reste très évasif, il ne répond pas, il est très fuyant. Oui. Il ne répond pas quand on lui demande s'il a l'intention de travailler un jour. C'est pareil, ça reste sans réponse, une réponse très évasive. Enfin bon, voilà, il ne va pas bien, quoi. Oui, il va vraiment pas bien. Il sort un peu, il continue quand même à être en lien avec des amis, il est un peu à l'extérieur. Très peu. Donc il passe beaucoup. Un ami. Oui. Tout son temps c'est sur Internet. Sur Internet. Alors sur les réseaux sociaux, sur les jeux. Alors il est sur Star Wars, non pas Star Wars, Warcraft 3. Oui. Il est sur des jeux comme ça en ligne et sur les réseaux sociaux. Alors également il va souvent sur le site. Alors attendez, je me souviens plus du nom de l'économiste. Enfin, un économiste. Alors il connaît ses vidéos presque par cœur. Vous voyez. Ah, il est passionné par l'économie. Oui, il est passionné. Oui, mais enfin, quand je dis passionné par l'économie, oui, par certains économistes, pas par tous les économistes. Vous pouvez bien parler dans le téléphone, s'il vous plaît, parce que par moment, on vous entend moins bien. Oui, alors, certains économistes, qu'est-ce qui l'intéresse dans ça c'est plutôt les économistes, vous voyez, d'extrême gauche, qui prônent plutôt de ne pas aller travailler, l'exploitation. Vous voyez, il est tout à fait dans ce discours-là, qui ne veut pas se faire exploiter. Enfin, voilà. Et on ne sait plus quoi faire. Donc, oui, parce qu'il le justifie à travers des rationalisations d'intellectuels qui réfléchissent sur la place du travail et autres. Mais enfin, il justifie le fait que lui est un peu dans un... Parce que, à ce moment-là, il pourrait rejoindre, s'engager. Or là, il est dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo. Bon, l'avenir est un peu limité. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Il pourrait militer dans des mouvements, des associations, pas des communautés, mais enfin il y a des gens qui se regroupent comme ça, qui vivent un peu sur le mode décroissant. Bon, à la limite, il faut parfois que on aimerait mieux à la limite qu'ils fassent ça, vous voyez. Quoi qu'après, il faut voir aussi les fréquentations qu'ils peuvent avoir. C'est bon. Mais il se cherche en même temps. Il y a quelque chose d'intéressant dans le fait qu'il se cherche, vous voyez, à travers ça. Oui, ça c'est vrai. Ça, il se cherche. Il est dans la philosophie, dans l'économie. Il voudrait changer. Il voudrait aller faire des études de philosophie. Le problème, c'est que quand il y a cette fragilité, après, c'est aussi de ne pas tomber dans des choses un peu sectaires. Enfin, vous voyez, un peu quand on est un peu fragilisé, de tomber sur les discours du coup plus sectaires, il n'y a pas d'autre mot, prennent d'autant mieux. Or, dans les faits, il y a quand même une forme de... faut être vigilant quand un jeune comme ça commence un peu à être en rupture. Parce qu'il y a une forme de rupture dans ce repli comme ça sur soi-même, sur l'univers un peu clos de la chambre, des jeux vidéo. Oui, tout à fait. J'avais vu d'ailleurs
je sais plus où j'ai vu ça, mais qu'ils ont créé, parce que c'est vraiment une forme d'addiction très particulière, hein, les jeux vidéo, parmi les addictions. Et en Belgique, ils ont créé, justement, au sein d'un hôpital, une structure spécialisée pour accueillir ces jeunes, où ils se sont vraiment vu l'ampleur du phénomène. Hein. Ils ont créé vraiment une équipe, alors je sais plus où en Belgique, mais ils ont mis en place là récemment une structure vraiment spécialisée pour ce type d'addiction. Cela dit, bon, rassurez-vous, il y a pas, on peut certainement prendre en charge ce problème même ici. Hein, bon. Oui. Simplement, peut-être qu'il faudrait, parce que c'est pas mal. Il a quand même fait la démarche à un moment, et puis ça coûte un peu, c'est sortir de un peu de cet univers dans lequel il se réfugie. Mais oui, voilà, moi, je lui ai conseillé d'aller voir le CNP. Je suis sans arrêt en train de lui demander de téléphoner. Parce que moi, quand je prends rendez-vous, vous savez, les gens me demandent, mais pourquoi c'est vous qui prenez rendez-vous pour lui, vous voyez ? Oui. Alors, il est incapable de prendre rendez-vous pour lui. Je ne veux pas dire qu'il est malade, mais non, mais il n'est pas bien. Problème. J'aimerais qu'il aille en parler à quelqu'un. Il est dans une fuite un peu de la réalité. Il est dans son monde virtuel où là, il existe pleinement. Mais ce faisant, il se désocialise de plus en plus. Voilà. Donc évidemment, ça c'est il faut être attentif comme ça aux signes de rupture chez les jeunes, chez les garçons. Bon. Vous êtes seul à élever ? Non, leur père est présent. Mon mari, oui, leur père est présent. Oui. Je crois qu'il faudrait, je crois qu'il faudrait lui dire, l'un et l'autre, dire non, on s'inquiète pour toi et tu peux pas rester comme ça. Non, ça serait bien que. Il a vu le psychiatre il y a combien de temps ? Il y a 3 semaines à peu près. Oui, donc ça reste récent. Dire, écoute, vraiment, on aimerait, ou qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu as pas eu, on aimerait quand même que tu retournes le voir, que tu fasses quelque chose, parce que après tout, si l'univers des jeux vidéo lui plaît beaucoup, il pourrait faire une formation pour travailler dans ce domaine. Enfin, pourquoi pas ? Mais en tout cas, l'avenir ne peut pas être. Et quand bien même des économistes réfléchissent sur le travail, sur le fait qu'il n'y a plus assez de travail pour tout le monde, la place du travail dans nos sociétés. Bon, pourquoi pas ? On peut réfléchir, mais c'est pas le but en soi non plus de si justement c'est pas de rester enfermé dans sa chambre entre 4 murs et être dans un univers virtuel, quoi. Parce que sinon, vous avez vu la société qu'on se prépare. Je veux dire, peut-être on peut réfléchir à d'autres formes après toute société. Pourquoi pas C'est pas forcément utopiste. Il y a des choses à voir, mais il faudrait peut-être lui dire c'est pas, on va pas révolutionner les choses et créer une nouvelle société si on reste chacun dans nos murs à jouer avec des jeux en ligne, quoi. On lui a déjà dit. Son gourou, c'est Frédéric Lordon. Voilà, c'est ça. Je connais pas. C'est un économiste. Vous avez regardé Oui. De gauche, oui, j'ai déjà regardé ses vidéos. Bon, c'est vrai qu'il dit des choses sensées, mais bon, lui, il a une situation, il est professeur en université. Enfin bon, évidemment, il peut se permettre d'avoir des discours comme ça. Oui, mais ça, c'est des pseudo-rationalisations. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais si vous voulez à un moment dire, écoute, nous, il n'empêche qu'on est inquiet. Parce que ton monde se rétrécit, ton monde réel se rétrécit de plus en plus. Même si tu es en ligne, en réseau avec d'autres, dans les faits, ces autres, tu les rencontres pas, quoi. Et à 23 ans, la vision de l'avenir, ça peut pas être ça, quoi, résumé à des jeux et à l'espace de ta chambre. On peut pas te laisser comme ça. Dire on est inquiet, ça nous inquiète. Et il faut qu'il y ait quelque chose parce que tu te replies de plus en plus. Est-ce que quand même, et puis on voit bien, est-ce qu'il participe un peu, il prend les repas avec vous ou... Non. Il s'arrange toujours. Soit il n'entend pas quand on l'appelle. Il a toujours un casque sur la tête. Soit il refuse de venir déjeuner. Soit de toute façon, ça se termine toujours très mal le repas parce qu'il commence à nous parler de choses et alors on n'est pas d'accord avec lui, donc on discute et ça se termine qu'il s'en va. Enfin voilà, il ne peut plus prendre un repas avec nous. Même en famille, même quand on a du monde le dimanche, c'est fini, c'est plus possible. Mais oui, parce qu'il fuit, il évite, il sait que ça va être source de... Il évite les discussions, il évite les échanges, et ce faisant, son univers se rétrécit de plus en plus. Ce qui est préoccupant aussi, c'est qu'il voit même plus trop, il a qu'un ami qui est comme lui, un peu, non ? Non, il a
Non, il y a un ancien copain qui voit peut-être 2-3 fois par an. Ils vont au cinéma et il a... Enfin, je pense qu'il a un ami. Alors bon, je dois dire aussi qu'il nous a dit qu'il était homosexuel depuis... il nous a dit ça à peu près il y a 6 mois aussi. D'accord. Donc, alors je pense que... C'est compliqué pour lui. C'est compliqué, ça a été compliqué pour nous. Enfin bon, nous, ça y est, on l'a digéré, disons, mais je pense que lui a du mal aussi à l'assumer. Oui, il a vécu une rupture, quelque chose de douloureux, vous pensez? Une histoire peut-être compliquée dont il n'a pas pu parler? Il a vécu une histoire. Oui. Non, il n'en parle pas de toute façon. Oui, non, mais c'est... Non. Est-ce que vous l'avez senti un peu... Enfin, ça a été compliqué pour... J'allais dire un peu libéré, soulagé d'avoir pu en parler avec vous, même si sur le moment, vous... Oui, je pense que ça l'a soulagé. Oui. Oui, mais peut-être qu'effectivement, à côté de ça, il a vécu quelque chose d'une relation, d'une rupture dont il n'a pas pu parler à ce moment-là, parce que c'est peut-être à cette occasion qu'il en a parlé. Enfin, on ne sait pas, on est dans les hypothèses. Mais c'est un facteur de plus qui est compliqué parce que bon, ça reste encore compliqué. Déjà, il avait à cœur de vous en parler. Ça montre à quel point, enfin, il est attaché à vous, hein. Malgré tout, parce qu'il avait besoin d'en parler, besoin de se sentir accepté par vous. Et vous voyez, il aurait pu ne pas en parler, il n'était pas obligé. Oui, il n'était pas obligé. Oui, non. Après, bon. Vous pouvez dire d'ailleurs même, enfin, je reçois un message, dit il veut changer le monde, mais il change pas sa vie. Là, il vit dans son monde virtuel, parce que. À 23 ans, d'avoir des envies d'aller dans même vers des économistes, des mouvements un peu à l'ultra-gauche. Bon, ben c'est de son âge. Il y aurait tellement à faire. Puis quand on voit le monde, l'état du monde actuellement, il va tellement bien le monde qu'effectivement, on peut se dire c'est bien qu'il y ait des jeunes qui réfléchissent, qui s'en emparent, qui disent on veut plus de ça, on veut plus de ce monde-là, on veut autre chose. C'est très bien, ça c'est formidable. C'est-à-dire qu'il faut solliciter ce désir-là, mais pour ça, il faut qu'il aille mieux. Il faut qu'il sache se trouver, qu'il sorte un peu, on change pas le monde en restant enfermé dans sa chambre. Voilà, c'est ce que j'essaye de lui dire. Vous voyez, j'aurais aimé qu'il aille place de la République, mais il y est allé une fois, et puis, vous voyez, il n'a même pas il ne suit pas ses idées. Oui, Nuit debout, il n'a pas suivi tout son mouvement. Voilà, il le suit, mais peut-être que ça l'angoisse d'être au milieu d'une foule et de. Peut-être, oui. Ne lâchez pas l'affaire et il peut aussi de plus en plus du coup se créer comme une forme de phobie un peu sociale et le monde extérieur lui paraît un peu menaçant. N'hésitez pas à rappeler le psychiatre. Vous aviez eu un bon contact avec lui? Vous, avec le psychiatre? Oui, j'avais eu un bon contact. N'hésitez pas à le rappeler peut-être pour lui demander un peu conseil aussi sur la conduite à tenir, en disant que bon, ça ne s'améliore pas, mais qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Enfin, vous voyez, prendre aussi son point de vue, en dire que ça ne s'améliore pas et que vous êtes inquiet, et même quitte à le revoir seul, hein, le psychiatre, pour avoir un peu un échange avec lui. Oui, parce qu'ils sont habitués avec les jeunes gens, et c'est bien qu'il y ait un travail en coopération avec la famille, hein, pour motiver. Une fois qu'il y a quelque chose de mis en place, après il peut accrocher et s'en sortir. Hein. Mais bon, ne lâchez pas en tout cas, ne le laissez pas s'enfermer. Bon courage, hein, Nadège. Merci beaucoup, merci. Au revoir, au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle nuit, qu'elle vous soit douce et je vous dis à demain, 23h10.